Dès que tout le monde est installé, on y va. Je vais dire des mots. Je vous en prie. Et puis, tout de suite. Bonjour à tous et bonjour Natacha Sorto. Merci pour votre présence. On est ravis de vous accueillir. Je ne sais pas si je dois vous situer, tout le monde vous connaît maintenant dans votre parcours. Je rappelle deux, trois choses quand même, et surtout le fait que vous avez un parcours tout à fait remarquable, si je peux me permettre. Vous êtes depuis 2 ans et demi maintenant la directrice exécutive de l'ESMA, c'est-à-dire que vous avez à conduire la vie quotidienne, je veux dire comme ça, ou l'activité opérationnelle et la vie quotidienne des 310 employés ou à peu près. À peu près, 350. 350 là. Ouais. Je ne suis pas à jour. Et tout cela après plus de 10 ans à l'AMF. Vous avez été directrice de la division de la régulation de la gestion d'actifs au sein de la DRI, la direction de la régulation et des affaires internationales. Et à cette époque, vous avez été présidente du comité permanent de la gestion d'actifs de l'OECB, le Biosco. Et depuis 2017, vous étiez en charge de la DRI, de la direction de la régulation et des affaires internationales. Et avant ça, vous avez été 8 ans chez Desminor, qui est un cabinet de conseil spécialisé dans les dossiers de gouvernance et particulièrement la protection des actionnaires ou des associés minoritaires. Et avant 2 ans, chez Ernst & Young Corporate Finance, dans l'équipe évaluation et modélisation financière, et tout cela après des études d'économie et de finance. Alors, nous avons retenu ensemble la thématique de la protection des investisseurs de détail. Il est indéniable que l'attention de ce sujet pour l'ESMA est très, très réelle, et vous allez nous le confirmer assurément. Vous écriviez dans le rapport annuel 2022 qu'une de vos réalisations était d'ailleurs d'avoir renforcé vos efforts pour placer l'investisseur de détail au cœur des actions de l'ESMA. Et on voit aussi que la protection des investisseurs de détail est l'une des 3 priorités stratégiques de la stratégie 2023-2028 de l'ESMA. Alors la protection des investisseurs, c'est beaucoup de choses. C'est la protection elle-même, c'est le dialogue avec les investisseurs de détail que vous souhaitez développer, c'est l'information et c'est même la participation des investisseurs de détail, puisque vous souhaitez renforcer la participation directe et indirecte des investisseurs de détail, notamment avec des tests auprès des consommateurs de détail, donc toute une stratégie de dialogue et d'échange avec ces investisseurs de détail. Alors qui sont-ils, ces investisseurs de détail? Ils sont plus nombreux qu'ils ne l'ont été. Depuis le premier trimestre 2020, l'AMF a constaté une forte augmentation des investisseurs, du nombre d'investisseurs particuliers. C'est un phénomène qui n'est pas propre à la France, il est européen, il est même mondial. Il y a une étude toute récente que publiait l'AMF, une étude toute récente de l'OCDE pour le compte de l'AMF, qui dresse le portrait des investisseurs particuliers français, et particulièrement les nouveaux investisseurs. Et il apparaît que 24% des Français déclarent détenir un placement en instruments financiers ou en crypto-actifs. Il y a même une statistique que donne aussi l'AMF sur les investisseurs réguliers, et il y en a au premier trimestre de cette année, au troisième trimestre de cette année, il y a à peu près 650 000 investisseurs particuliers qui ont réalisé un achat ou une vente sur des actions, et auxquels on rajoute 150 000 qui ont réalisé des transactions sur des ETF. Alors beaucoup a été fait, bien sûr, ces dernières années sur les investisseurs, pour la protection des investisseurs de détail.
Il y a eu MIF 1, avec un premier niveau de classification et d'information des clients et de tests. Il y a eu TRIPS, il y a eu MIF 2 bien sûr après. Il y a eu MICA pour la protection de tout ce qui est investissement en cryptoactifs. Et puis en mai dernier, la Commission européenne a adopté la stratégie d'investissement de Retail qui a pour but aussi de protéger l'investisseur privé. Alors, il y a un certain nombre quand même de défis qui demeurent, ils sont nombreux. C'est à la fois le calibrage de l'information, c'est la qualité de l'information. On parle en particulier de ce sujet de greenwashing sur l'investissement en finance durable, la digitalisation de la distribution et puis certains par nature, certains investissements comme les investissements en cryptoactifs. Et ces défis sont déjà présents pour l'investissement sur le territoire national. Dès qu'on passe les frontières, c'est encore plus compliqué, bien entendu, de trouver le bon format de protection des investisseurs. En tout cas, cette protection des investisseurs est essentielle pour les convaincre de s'intéresser au marché financier pour faire fructifier leur épargne de façon optimale. Donc merci Natacha de nous embarquer sur cette thématique de la protection des investisseurs de détail. Merci pour ça. Merci beaucoup Michel pour cette introduction et merci de m'avoir invité pour cette intervention ce matin. Je suis ravie d'être là. Ça fait longtemps qu'on en parle avec Marche pour savoir sur quelle thématique intervenir et je suis ravie que ce soit sur ce sujet-là, la protection des investisseurs qui nous a réunis depuis longtemps et qui est vraiment une préoccupation centrale pour les régulateurs et en particulier pour l'ESMA. Je suis désolée d'avance parce que je n'ai pas fait de slide, donc il faut que vous vous accrochiez s'il vous plaît. Dites-moi si je vous ennuie profondément, levez la main. Mais donc je vais essayer d'être assez structurée pour vous guider sur mon intervention et je serai ravie d'avoir un petit échange après évidemment pour répondre à des questions ou préoccupations particulières. Alors comme l'a dit très bien Michel, en fait la protection d'investisseurs c'est vraiment un enjeu pour nous stratégique. En fait c'est plus que ça, c'est notre mission de cœur. Je regarde le règlement fondateur qui a créé l'ESMA, la protection des investisseurs, c'est vraiment notre ADN. C'est fondamental et on a quand même choisi avec la présidente de l'ESMA, Verena Ross, de l'inscrire dans notre stratégie à 5 ans, 2023-2028, comme une priorité stratégique. Justement pour encore plus déployer nos efforts, être certain de se mettre en ordre de marche, de déployer des énergies pour avoir des actions concrètes pour vraiment aller dans cette direction de renforcer la protection des investisseurs. Ce n'est pas un chantier facile, mais c'est la finalité. Et donc pour ne pas se perdre dans des détails réglementaires et des dispositions ici et là, être certain qu'in fine, on a bien conscience que la finalité de tout ça, c'est quand même que les investisseurs, les citoyens européens aient accès aux opportunités d'investissement dont ils ont besoin pour financer leur retraite, pour leur besoin de financement, et que les entreprises aussi puissent avoir accès au marché et qu'in fine, l'information qui circule pour les investisseurs pour qu'ils prennent une décision éclairée et de qualité. Donc ça, c'était vraiment la première mission au cœur. L'ADN de l'Union, quand on pense à la protection des investisseurs, l'objectif, ça a toujours été d'avoir un haut niveau de protection. Donc ça reste clairement très ancré. Ça c'est pas l'ESMA adhère totalement, mais c'est plutôt une ligne stratégique politique de l'Union et qui est aussi un fil conducteur pour le projet d'intégration des marchés et de s'assurer d'avoir un fonctionnement du marché unique efficace, encore une fois dans l'intérêt des citoyens. C'est une condition aussi nécessaire évidemment à la confiance. On sait que les marchés ne fonctionnent que sur cette base-là, donc si on n'est pas capable d'assurer la confiance, on n'aura pas des marchés efficaces. C'est aussi une condition finalement de mobilisation de l'épargne des particuliers dans ce défi énorme que l'on est tous confrontés au financement de la transition. Il faut qu'on aide à mobiliser l'épargne privée et en particulier l'épargne bien publique pour financer notre transition vers une économie plus durable. Donc pour toutes ces raisons, c'est vraiment une priorité stratégique. Je rappelle juste, on avait 3 priorités stratégiques et 2 thématiques transversales. Le fonctionnement des marchés efficaces et la stabilité financière. Développer une culture de la supervision efficace à travers l'ensemble de l'Union. La protection des investisseurs. Et les 2 thématiques transversales sans surprise, c'est l'accompagnement de cette transition vers une économie durable et l'accompagnement de la digitalisation, la transformation de l'innovation et une mobilisation des données qui sont disponibles. Donc si je regarde 3 grands axes qu'on regarde quand on pense nous à la protection des investisseurs, le premier, c'est assurer le bon fonctionnement du marché unique. En tant qu'autorité européenne, on regarde l'ensemble de l'Union. Ce qu'on souhaite, c'est que l'investisseur ait le même degré de protection où qu'il se trouve au sein de l'Union des marchés. Donc ça veut dire qu'il faut que, dans quel que soit le pays, l'expérience de l'investisseur, c'est comme ça qu'on appelle l'investor journey ou investor experience, puisse être la même. Et ça, c'est un énorme défi. On n'y est pas, mais ça fait partie des objectifs qu'on essaye d'atteindre. Deuxième axe, être capable d'embrasser l'innovation
de ne pas en avoir peur, d'être réaliste sur les nouveaux risques que ça présente. Donc, qu'est-ce que ça veut dire des néo-brokers? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des réseaux sociaux maintenant où on trouve de l'information, des influenceurs? Qu'est-ce que ça signifie en termes de risque et d'être capable d'accompagner ça? Et de la même manière, de saisir les opportunités que ça présente, parce qu'on a une capacité maintenant de simplifier, de communiquer avec les investisseurs d'une autre manière, avec des outils beaucoup plus simples, digitaux. On peut toucher l'investisseur beaucoup plus efficacement que sous des papiers, on peut les suivre, discuter, de savoir c'est 3 ou 4 pages qu'il faut faire. On a une capacité aussi d'aller toucher l'investisseur de manière beaucoup plus pertinente. Troisième axe, responsabiliser l'investisseur, être capable de s'assurer qu'il a le degré d'information suffisant pour prendre des décisions éclairées, que l'éducation financière est là, qu'il comprend les concepts clés, le rendement risque, la diversification, et qu'il est en capacité du coup de s'investir de manière efficace. Ça aussi, énorme chantier. Et donc, pour nous aussi, avoir une communication claire, mais pour qu'elle fonctionne et qu'elle résonne, il faut que l'investisseur de l'autre côté il soit outillé et qu'il comprenne ce qu'on lui présente. Alors pour articuler mon intervention, j'ai pensé faire mon 3 temps. Donc un premier temps, juste pour rappeler notre rôle dans ce domaine-là et quelques grandes priorités, quelques actions qu'on souhaite prendre de manière générale sur cet enjeu et cette priorité stratégique de protection des investisseurs de détail. Et ensuite, je voudrais faire 2 focus. Un premier sur l'enjeu des cryptoactifs, spécifiquement notamment à l'approche de l'entrée en vigueur de MiCA et tous les défis que ça nous présente, ce développement des cryptos. Et enfin, sur le domaine de la finance durable, dire un mot sur nos actions pour essayer là aussi de répondre à une attente très forte des investisseurs sur la finance durable. Comment est-ce qu'on accompagne, comment est-ce qu'on essaie de prévenir les risques. Je ne vais pas très beaucoup sur mon découp blanchiment, bref, greenwashing, vous me pardonnerez. Encore une fois, voilà, pour garantir la confiance des investisseurs et être sûr de mobiliser cette épargne. Donc si je commence avec le rôle de l'ESMA, la première chose qu'il faut absolument rappeler, c'est qu'on n'est pas tout seul et que sur cet enjeu en particulier, c'est un travail qu'on fait en étroite collaboration au quotidien avec l'ensemble des autorités nationales compétentes. Sur la protection des investisseurs, ce sont les autorités nationales qui sont les plus proches. Et quelles que soient les initiatives qu'on prend et quoi qu'on en pense ou qu'on en dise, in fine, un investisseur dans un pays donné qui est confronté à une difficulté, une perte, il va se retourner vers son autorité nationale. Il va se tourner vers son médiateur, peu importe ce que dit le droit européen. Donc c'est très important qu'on soit capable d'articuler nos actions efficacement, ce qu'on fait de manière centralisée au sein de l'ESMA et ce qu'on fait avec l'autorité nationale. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? Notre action principale, et c'est celle qu'on fait depuis la création de l'ESMA, c'est l'harmonisation des règles. Donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de faire de manière à ce qu'au moins on ait tous le même dispositif, la même interprétation des règles européennes. C'est un énorme travail, comme beaucoup d'entre vous le savent très bien, parce que vous épluchez les pages et les pages qu'on produit. Voilà, parfois je suis vraiment désolée qu'on en rajoute, mais en même temps on se rend compte que dans un univers à 27, on en parle beaucoup quand on pense à l'impact du Brexit ou quand on parle avec les Américains. À 27, c'est un peu la seule façon d'assurer une convergence. On est obligé d'aller dans un niveau de détail parce que si on prend juste des principes, l'articulation est beaucoup plus difficile. Donc on appelle une centralisation des activités. Le seul moyen d'assurer une convergence, finalement, c'est d'avoir des règles harmonisées. Donc, c'est un énorme travail de niveau 2, de niveau 3. Évidemment, le texte principal, MiFID, pour ces sujets-là. Encore une fois, l'objectif étant un niveau de garantie uniforme à travers les différents pays de l'Union, et puis fournir une information pertinente. Donc on est constamment en train d'essayer de trouver cet équilibre. De quelle information est-ce que l'investisseur a besoin? Est-ce qu'elle est suffisamment claire et pertinente? Ni trop, ni pas assez. Bon, ça c'est un débat permanent. Moi, je sais quand on fait des tests de consommateurs, ça va pas. Mais on continue d'essayer, donc aidez-nous à trouver cet équilibre délicat. Un autre enjeu qui est très fort et qui est propre à l'ESMA justement, c'est dans cet objectif qu'on a d'essayer d'avoir cette expérience unique pour l'investisseur où qu'il se trouve, c'est tout ce qu'on fait autour de l'activité transfrontière. Donc on essaye énormément de faire chaque année de la collecte de données pour comprendre quels services sont passeportés, qui sert qui, sur quel type d'activité. Et on a des surprises par moment sur quels sont les hubs, les homes, les hosts. Et dans ce domaine-là, on essaye donc toujours de renforcer notre compréhension et d'accompagner. On a pris différentes actions, notamment on a lancé une peer review, donc une revue par les pairs, qui était extrêmement instructive. Et en particulier, on s'est rendu compte que personne n'était particulièrement attentif aux services exportés. Donc les autorités font très attention à leurs investisseurs,
Mais quand il s'agit de superviser un acteur qui fournit des services dans un autre pays, bon, on regarde un peu moins. Et ça, c'est quand même quelque chose qui pose des problématiques, puisque le fondement même du marché unique, c'est qu'on dit, on se fait confiance, et à partir du moment où il y a un agrément dans un pays home, on estime que cet acteur peut proposer ses services dans tous les pays unis. Donc sur cet enjeu cross-border, on a énormément encore à faire pour être certain qu'il y a une mise en œuvre rigoureuse, efficace, qu'on soit dans le monde. C'est quelque chose qui est central sur le fonctionnement même du projet européen. Quand on regarde, une fois qu'on a fait ça, on a regardé nos règles, le deuxième pilier, c'est évidemment la gouvernance dans la supervision. On a tous les mêmes règles, mais encore faut-il qu'elles soient appliquées de la même manière. Et ça fait aussi partie de nos priorités stratégiques, d'accentuer beaucoup plus nos efforts pour mettre autour de la table, non pas uniquement les personnes qui écrivent les règles, mais vraiment ceux qui les font vivre au quotidien. Donc les superviseurs des autorités nationales, on les réunit régulièrement, on leur demande de discuter de cas pratiques, on leur demande de proposer des choses concrètes. Et on a mis en place, on a inventé un certain nombre d'outils, dont celui que vous connaissez maintenant qui s'appelle le CSA, donc les actions de supervision coordonnées, le Common Supervisory Actions en mauvais français. Et l'idée là, c'est vraiment de dire, en fait, à un moment donné, on choisit tous ensemble le même sujet, on choisit ensemble de définir quelles sont nos attentes et on y va ensemble au même moment. Donc chaque autorité va aller discuter avec son marché sur la base de questions qui sont uniformes et va ramener cette matière au niveau de l'ESMA et sera discutée avec ses pairs. Donc on a cette capacité ensuite à tirer des leçons et potentiellement prendre des actions derrière. Donc ça permet d'être beaucoup plus impactant plutôt que d'avoir une autorité qui le fait, une autre à un autre moment, pas tout à fait les mêmes questions, pas tout à fait le même timing. Donc c'est assez puissant également dans la capacité à mobiliser les équipes de supervision. Et on a aussi un outil qu'on a utilisé avec parcimonie parce qu'il est très lourd mais qui est extrêmement important pour nous, c'est tout ce qui est intervention produit, product intervention. Si on estime à un moment donné qu'un produit est problématique, intervention produit. Intervention produit. Product intervention, c'est la capacité à interdire la commercialisation. C'est évidemment Permanche qui nous a permis d'avoir cet outil qui est à l'origine de cet outil, qui est une mesure extrêmement forte. C'est vraiment une mesure de dernière course. On n'est pas capable d'encadrer correctement la commercialisation d'un produit qu'on estime qu'elle est au détriment des investisseurs. Alors on estime qu'on peut aller dans le marché et interdire sa commercialisation puisque justement l'investisseur ne s'y retrouve pas. On a fait ça pour les CFD, les options binaires, où on est intervenu sur le marché en disant en fait c'est pas possible, on a 90% des investisseurs qui perdent leur chemise sur ces produits-là. Donc ça a été des mesures qui ont été faites au niveau européen et au niveau national par la suite et pérennisées. C'est un outil, j'en reparlerai, qui est aussi dans le dispositif MICA et qui pourrait être amené à utiliser dans le domaine des cryptos un jour si on estimait qu'on n'en est pas là. Je ne veux pas être mal interprété, mais il est dans notre boîte à outils. Alors encore dans ce rôle général de l'ESMA sur la protection des investisseurs, il y a évidemment des choses qui bougent. Il y a donc cette proposition de la Commission européenne sur la stratégie pour les investisseurs de détail. C'est une stratégie qui a été très très attendue, très portée par la commissaire aux affaires financières. Donc c'est vraiment un projet central que évidemment l'ESMA soutient totalement dans son objectif d'essayer de dire comment est-ce qu'on peut faire mieux, différemment pour s'assurer qu'effectivement les investisseurs sont accompagnés, comprennent ce qu'on leur propose et sont capables de venir et d'avoir des produits qui répondent à leurs besoins de financement. Alors évidemment, il y a énormément de discussions, comme vous le savez, donc je ne commenterai pas les négociations en cours, mais simplement pour dire qu'évidemment, l'ESMA regarde ça de très près, puisqu'on sera probablement amené, en fonction de l'issue de cette discussion-là, à contribuer, notamment en partie, sur certaines actions où spécifiquement l'ESMA a été identifiée comme nous devons contribuer sur le concept de value for money ou sur les benchmarks, etc. Et donc enfin, sur les deux derniers axes que je mentionnais tout à l'heure, donc la digitalisation, on a énormément travaillé, on a fourni des avis techniques à la Commission européenne pour dire comment est-ce qu'on peut utiliser ces nouveaux outils, ces nouveaux canaux de communication de manière efficace. On a proposé par exemple que je ne sais pas du tout ce mot, je n'ai pas trouvé l'équivalent français, si quelqu'un le sait, je veux bien, le layering. Donc c'est l'idée de dire je pousse une information de manière séquencée auprès de l'investisseur. Donc je lui donne d'abord l'information vitale qu'il a besoin et petit à petit je lui donne les informations suivantes en fonction de ce qu'il cherche
plutôt que de le noyer avec mes dizaines de pages de choses avec un jargon technique qu'il ne comprend pas. Je lui donne l'information majeure et ensuite, en fonction de ce qu'il souhaite, il peut aller plus loin et avoir plus d'informations. Et encore une fois, on a la capacité aussi d'avoir des outils qui font qu'en instantané, de manière beaucoup plus, on appelle ça gamification, qui n'est pas un bon terme parce que ça a une très mauvaise connotation, il me semble, mais cette idée plutôt de user-friendly, d'avoir quelque chose qui est agréable à regarder, facile à manipuler et qui me permet de comprendre, ça c'est quand même extraordinaire. Tout le monde consomme maintenant comme ça, tous les services de notre vie quotidien passent par l'iPhone, donc pourquoi est-ce que les services financiers, on serait encore avec un papier? C'est quand même un peu décalé. Donc voilà, comprendre bien les risques, comme je disais tout à l'heure, et accompagner cette innovation dans ce domaine-là. Ce qu'on va essayer de faire également sur tout ce qui est retail dans les quelques années qui viennent, c'est avec l'aide des autorités nationales d'essayer de développer des indicateurs de risque. Donc de suivre les développements de marché et d'avoir une espèce de dashboard des indicateurs de risque spécifiques aux investisseurs particuliers et de les monitorer dans le temps. L'idée, c'est d'essayer d'avoir ce suivi rigoureux pour avoir ensuite des actions ciblées pertinentes là où on identifie des besoins plutôt que d'essayer de théoriser là où les besoins seraient, donc quelque chose de plus ancré. Et là, notre board nous a autorisé à utiliser les données de transaction qu'on a dans MIF, donc on a une base de données extrêmement riche pour aller regarder concrètement les transactions qui sont faites au niveau de MIF. Et donc sur le sujet de la communication et de l'éducation financière, je voulais juste être proportionné dans ce qu'on est capable de faire. C'est extrêmement important à notre sens, parce qu'en fait, rien ne tient si l'investisseur ne comprend pas ce qu'on lui donne. Donc on peut parler pendant des heures d'informations, on peut changer les formats, les templates, le contenu, tout ce qu'on veut, mais si l'investisseur ne comprend pas, on n'y arrivera pas. C'est évidemment un débat qui dépasse totalement les seules autorités de régulation, mais il faut qu'on y contribue à notre part. Donc modestement, on souhaite essayer de contribuer efficacement à cet enjeu énorme. Et donc, comment est-ce qu'on peut comprendre le comportement des investisseurs, essayer de s'adapter, alerter. Donc peut-être que par exemple, publier une alerte sur le site de l'ESMA, ce n'est pas le meilleur moyen de toucher la cible des nouveaux investisseurs. Donc, on essaye d'investir les réseaux sociaux, de comprendre comment ça fonctionne. Voilà, c'est pas aisé, on fait ça en coordination avec les autorités nationales, mais ça fait partie des sujets qu'on souhaite essayer d'embrasser pour s'assurer qu'au minimum, ils comprennent les concepts clés. Rendement, risque, diversification, inflation, au moins les concepts de la capacité de perdre ou pas le capital soient présents. Et donc voilà, comme je disais, on a un enjeu très fort dans l'Union sur la mobilisation du capital dans l'objectif de l'intégration des marchés, du développement de l'union des marchés de capitaux, dans le cadre du développement aussi de mobiliser la finance pour la transition écologique. Donc, voyons ce qu'on arrive à faire sur ce chantier-là. Ça, c'était mon premier point. Et je vous propose de passer maintenant à tout ce qui est crypto. Alors, crypto, au début, je suis sûre qu'on est tous passés par ces moments-là. On s'est tous demandé, mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vraiment ça va prendre? Est-ce que c'est un truc de geek, ça va durer quelques années, est-ce que ça vaut la peine d'investir? Et force est de constater que l'investissement en crypto n'est pas du tout anecdotique ou un sujet de niche. C'est un sujet qui est extrêmement répandu, qui n'est pas un sujet européen, c'est un sujet mondial. Et la proportion des citoyens qui ont, même si ce sont des sommes modestes, investies en crypto ces dernières années est absolument remarquable. Les chiffres, on ne les a pas de manière très précise, mais en moyenne, entre 8 et 10% de la population est investie en crypto dans les pays européens, ce qui est énorme. On entend qu'aux États-Unis, ce serait plus. Donc c'est quand même des proportions qu'on ne peut pas vraiment négliger. Et quand ça fait 20 ans qu'on dit que les investissements en actions, c'est 7% et que ça ne bouge pas, et qu'en crypto, on est déjà passé à 10%, c'est quand même, ça interpelle. Alors j'espère que ce n'est pas parce que MIF est extrêmement lourd pour les instruments financiers et qu'on n'a pas encore MICA pour les cryptos et que du coup c'est tellement plus facile. Bon, mais c'est un vrai sujet. Natacha, pardon, l'étude de l'OCDE que je mentionnais tout à l'heure pour le compte de l'AMF dit que 25% des épargnants français détiennent des actifs en crypto. Oui, alors je voulais donner ces chiffres, je trouve ça, ce qui est assez bluffant. Hein, je trouvais ça intéressant, mais en fait, il parle des investisseurs. Donc sur la population, c'est 9, mais sur les personnes qui ont un portefeuille, c'est un quart. C'est énorme. C'est énorme. Et dans les nouveaux investisseurs, cette étude est vraiment passionnante, je vous invite à la regarder. Alors elle est très longue, mais l'exécutif summary est plus court. Quand on regarde les nouveaux investisseurs, c'est-à-dire ceux qui ont investi depuis le Covid, il y en a 54%
qui ont un portefeuille crypto. 54% de personnes qui ont commencé à investir pour la première fois en 2020 et qui, pour la plupart, avaient moins de 25 ans à ce moment-là. Donc c'est extrêmement important et c'est pour ça que je voulais absolument faire un focus sur ce sujet-là. Et dans cette population des nouveaux investisseurs, il y en a 11% qui ont que des cryptos dans leur portefeuille. Ils n'ont pas ils ne sont pas diversifiés, ils n'ont pas d'autres. Ça, c'est la France. Ça, c'est vraiment l'étude France que l'AMF a demandé à la commission de l'aider à financer, qui est donc faite par l'OCDE. Et il y aura un follow-up pour justement quelles actions mettre en place. Je trouve que c'est extrêmement intéressant, ce serait chouette en fait d'étendre cette étude à d'autres pays européens pour voir, mais ce qui est très clair, et ça c'est pas depuis cette étude, mais c'est vraiment depuis un certain temps, la communauté des régulateurs est très préoccupée par le risque crypto, parce qu'en réalité, c'est toujours ce même phénomène, le risque de bulle. On a une ou pas, je ne sais pas, la volatilité est manifeste. La problématique qu'on a, nous, c'est sur la confiance. On a vu avec la bulle Internet de 2001, les effets dévastateurs sur toute une génération après qui ne revient pas vers les marchés parce que c'est bon, c'est des données, c'est perdu, machin. Et donc, c'est très important pour nous qu'on soit capable d'accompagner. Chacun est libre d'investir comme il veut. Formidable, ils veulent investir en crypto. Nous, il faut absolument qu'on soit en capacité d'accompagner, d'expliquer les risques pour éviter que derrière, on ait des effets plus pérennes sur le marché. Donc, pour nous, la problématique, elle est à plusieurs niveaux. Un, de faire comprendre que ces actifs présentent des risques particulièrement élevés. On a vu une volatilité très forte, la possibilité de perdre de manière substantielle l'investissement. Et donc, on passe notre temps à dire qu'il faut que l'investisseur soit prêt à tout perdre. Et là, pas de problème, il faut juste qu'il en soit conscient. Et aujourd'hui, en l'absence de MiCA, qui n'est pas encore en application, il n'y a pas de recours pour de protection comme il y en a dans le monde traditionnel. Il y en aura, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Donc MiCA en Europe, ça fait partie donc, du paquet finance digitale avec DORA, donc, la résilience opérationnelle, et avec DLT, donc tout ce qui est blockchain, mais plutôt pour tout ce qui est wholesale, infrastructure. Et MiCA, l'objectif, qui a été largement d'ailleurs inspiré du modèle français du régime PSAM, c'est un nouveau régime qui va donc distinguer trois types d'actifs, donc les ART, donc les tokens qui sont indexés sur des actifs, les electronic money tokens, donc tout ce qui est monnaie électronique, et ensuite les jetons qui ne sont ni l'un ni l'autre, donc les cryptoactifs. Ça va encadrer les règles d'émission de crypto, donc tout ce qui est white paper, pour quelqu'un, les ICO, etc. Et puis, ce qui nous concerne, nous, à l'ESMA, beaucoup, ça va encadrer toute la fourniture de services en cryptoactifs. Là, le régime est largement inspiré de la MiF, mais pas complètement. Et enfin, il y a une introduction aussi d'un régime similaire à abus de marché, qui est pour nous très intéressant, parce que ça va nous permettre, on espère, de monitorer aussi comment se passent ces transactions, de pouvoir éventuellement intervenir si on observe des comportements qui ne sont pas adaptés. Le texte a été publié au journal officiel en juin 2023. Donc pour nous, on le voit vraiment comme une étape essentielle pour s'assurer qu'on a enfin un cadre clair, adapté, auquel on peut se référer sur l'univers des cryptoactifs. Donc c'est une étape essentielle sur l'émission, le trading, la fourniture de services en cryptoactifs. En revanche, ça ne résout pas tout. Donc encore une fois, les risques demeurent. Il y a le risque de volatilité, que c'est un actif très spéculatif, des risques nouveaux par rapport au monde traditionnel, puisqu'on va avoir des risques de cybersécurité, on va avoir des risques opérationnels qu'on n'a pas dans un univers différent. Et d'autres risques qui disparaissent évidemment dans ce monde-là. Et donc pour nous, c'est important que l'investisseur comprenne parfaitement à quoi il est exposé. Donc ça implique différentes choses. Au niveau de l'ESMA, première chose, des alertes. Encore ce que je vous disais, comment est-ce qu'on est sûr de toucher la bonne personne, c'est ça notre difficulté, mais on a fait un certain nombre d'alertes répétées avec l'autorité nationale ou avec nos autorités sœurs de l'assurance, de la banque, pour expliquer nos problématiques sur les risques pour les investisseurs particuliers surtout. Deuxièmement, on a tout un paquet de dispositions à clarifier, donc les mesures de niveau 2. Donc on a eu plusieurs paquets de consultations. On a consulté au mois de juillet, notamment sur tout ce qui était agrément, la disposition de l'agrément. On a consulté là en octobre sur un deuxième volet. On va consulter encore premier trimestre. Là, c'est très attendu puisqu'on doit consulter sur notamment la qualification instrument financier versus crypto. Donc ça, c'est pour le Q1.
troisième volet, c'est un peu comme ce que je disais tout à l'heure. Le single rule book, c'est tout ce paquet de mesures de niveau 2 qu'on doit produire, mais il y a aussi tout ce qui est convergence. Et c'est un axe central pour nous. On voudrait vraiment, puisque c'est un nouveau régime, s'assurer autant que possible que ex ante, on assure une vision harmonisée au sein de l'Union. Bon, une fois, on n'est pas sur un régime existant où il faut faire bouger, mais d'entrée de jeu, essayer d'être cohérent. C'est pas facile, mais du coup, on travaille beaucoup avec l'autorité nationale sur différentes mesures très concrètes. Donc, pour le faire dès l'agrément, donc on demande aux autorités de partager les informations qu'ils ont sur des agréments, notamment pour éviter que ces acteurs qui se promènent de juridiction en juridiction puissent essayer de faire un arbitrage réglementaire. Donc, en fait, on partage cette information entre nous et ça permet de dire non mais moi j'ai déjà fermé ma porte pour telle raison et moi j'ai accepté ou moi j'ai refusé et donc on limite ce risque d'arbitrage réglementaire. On a aussi des discussions sur des cas réels. Donc pour ceux qui ont déjà des régimes en place au niveau national, de dire j'ai rencontré telle difficulté ou j'ai réussi ou pas avec tel acteur à faire avancer le sujet. On a vu d'une manière générale que le nombre d'entités qui étaient présents avant que les régimes nationaux ne rentrent en vigueur, à chaque fois ça se réduit en peau de chagrin. C'est-à-dire que vous avez une énorme population, un régime national entre en vigueur, ça se réduit, l'autorité met en place un système d'enregistrement ou d'agrément, ça se réduit encore. On verra avec Mika où est-ce qu'on finit par arriver. Mais c'est très important pour nous cet enjeu de convergence pour qu'on limite au maximum cet arbitrage. Et on a un enjeu supplémentaire qui se rajoute, qui est l'enjeu de cette transition. Donc on a la phase entre maintenant publication JO et entrée en application du texte, donc jusqu'à décembre 2024, où encore une fois les protections ne sont pas là. Donc on en parle beaucoup, mais pour l'instant ça n'est pas en vigueur. Et le texte prévoit un dispositif supplémentaire. Il accorde aux autorités, aux pays membres, 18 mois supplémentaires pour les acteurs qui sont déjà en opération à la date d'entrée en application. Donc potentiellement jusqu'en juillet 2026, on pourrait avoir encore des régimes nationaux, ce qui pour nous pas très souhaitable. Ça crée de la fragmentation, ça crée des arbitrages. Donc dans ce cadre-là, on a publié récemment 2 textes assez forts. Une lettre à l'ECOFIN pour dire aux États membres, s'il vous plaît, dès que possible, désigner les autorités compétentes sur ce texte. Ça n'est pas fait partout et tant qu'il n'y a pas d'autorité compétente, il ne se passe rien. Pour s'assurer qu'ils ont les ressources, qu'ils ont les compétences, qu'ils ont les pouvoirs. Et deuxièmement, limiter, s'il vous plaît, cette période de transition, si possible, à 12 mois. On est conscient qu'il y a des enjeux complexes de mise en œuvre, mais pour qu'au maximum, on limite cette période pendant laquelle on a la multiplication de régimes nationaux. Deuxième chose qu'on a publiée, c'est un statement, une déclaration, dans laquelle on rappelle l'ensemble de ces risques, on rappelle des questions qu'on estime que les investisseurs doivent se poser, et on rappelle l'importance de la convergence et ce qu'on essaye de faire. Il y a un certain nombre de points importants que je voulais rappeler sur ce régime-là qui nous paraissent essentiels. Le premier, c'est que même si les régimes nationaux pourront continuer à perdurer, il n'y a pas de passeport sans agrément MiCA. Deuxième, c'est qu'on dit toujours que c'est un marché mondial, etc., et que donc c'est problématique pour des acteurs qui ne seraient pas régulés, qui seraient à l'extérieur de l'Union. Le régime reverse solicitation de MiCA inspiré de MiFID est très dur et on compte l'interpréter de manière très étroite. Donc, il n'y a pas de service qui peut être fourni au sein de l'Union d'un pays tiers, sauf à pouvoir démontrer explicitement que c'est vraiment à la demande de l'investisseur de l'Union. Et on voudrait vraiment limiter au maximum cette capacité pour être sûr qu'on a des acteurs, qu'on a des services qui sont dûment agréés, proprement supervisés, etc. Bon, voilà, encore une fois, ça c'est un enjeu majeur pour nous de cet axe de protection des investisseurs, tout ce qui est crypto. Et ce que je disais tout à l'heure, dernier volet, on a ce pouvoir d'intervention, qui encore une fois, pour l'instant, il est là, c'est un pouvoir, on en est conscient, et on verra comment le marché évolue et si à un moment donné, on a besoin d'aller plus loin et d'envisager de prendre ce type de mesures. Mais la barre est très haute pour démontrer qu'il y a un enjeu d'intégrité de marché ou de fonctionnement. Donc j'espère que je ne vous ai pas perdu. Je passe au troisième volet sur tout ce qui est finance durable et ensuite je vous propose qu'on échange. Là, je voulais vous donner quelques chiffres. Parce qu'on dit toujours, il y a une très grande demande.
Alors quand on parle des particuliers, oui ou non, est-ce que vraiment ils ont envie? Il y a des discutants dans la salle, on va voir si vous êtes d'accord ou pas. Mais quelques chiffres. Premièrement, quand on regarde la part des fonds qui sont distribués et qui sont ESG, selon les données que vous regardez, donc si vous regardez des données un peu discutables, tous ceux qui se déclarent article 8 ou 9, on a 50% de l'univers des fonds européens qui sont ESG, ce qui est énorme, mais ça inclut un paquet de fonds qui font juste de l'exclusion ou pas grand-chose. Mais factuellement, article 8 et 9, ça fait 50%. Et si on regarde les données Morningstar, ce sont les données Morningstar qui sont des données qui ont leur propre définition, alors on ne peut pas être d'accord, mais si on regarde la propre définition de ce que c'est qu'un fonds durable, on est sur 20%. C'est quand même assez significatif. Si je regarde maintenant, qu'est-ce qu'ils disent les investisseurs? Il y a une étude qui est sortie par 2 Degrees Investing et qui dit que 60% des investisseurs particuliers interrogés, donc Danemark, Estonie, Allemagne, Grèce, Irlande, Roumanie, fin 2021, donc ça date un peu, toutes ces personnes-là, 60% des objectifs qu'on dit mixtes, ils veulent un rendement financier, mais ils veulent aussi un investissement durable et ils ne les opposent pas. Donc ça, c'est important à avoir en tête, c'est 60%, c'est considérable. Et ensuite, selon une étude récente de l'AMF, une autre étude intéressante de l'AMF publiée en juillet, il disait que 66%, donc 2/3 des investisseurs français attachent de l'importance au développement durable et 75% considèrent important l'impact des investissements sur l'environnement. Donc c'est là aussi une conscience très forte de l'importance de l'enjeu de durabilité par les investisseurs quand ils sont interrogés. Alors en parallèle, on a des informations contraires avec des inquiétudes des investisseurs sur les risques de greenwashing. Et dans cette même étude qui a été publiée par l'AMF cet été, les investisseurs de détail se disent freinés par le risque de greenwashing. Donc est-ce que, à la question « Qu'est-ce qui vous empêche de réaliser un investissement responsable ou durable ?», 36% des investisseurs français, c'est marrant, dans mon texte c'est marqué française, de 36% des investisseurs français identifient la peur du greenwashing comme une des principales causes. Donc je ne vais pas le faire parce que je n'ai pas confiance. Alors un autre indicateur qui est un peu déprimant, c'est le baromètre de l'EIOPA, donc notre autorité sœur sur l'assurance et les pensions. L'eurobaromètre de l'EIOPA indique que 63% des consommateurs ne font pas confiance aux affirmations en matière de durabilité. Pas terrible. On a un peu de travail à faire pour restaurer la confiance sur l'information qui est utilisée. Et puis, il y a quand même un problème de confiance. Et donc là, pour nous, c'est vraiment notre rôle de réconcilier ça et de s'assurer que l'information qui est communiquée, elle est claire, elle est de qualité, et qu'elle puisse du coup effectivement répondre à cette attente. Et en mai 2023, l'ESMA a publié, les 3 autorités ont publié chacune un rapport d'avancement sur le greenwashing. Donc nous, on a publié notre rapport sur notre domaine de compétences. Et ce qui est assez frappant dans ce qu'on a publié en mai 2023, c'est que nos analyses montrent que ce risque est présent sur l'ensemble de la chaîne d'investissement. Donc ce n'est pas un problème surtout au niveau des émetteurs, par exemple des entreprises, qui ne communiqueraient pas bien ou qui diraient des choses exagérées. Ce n'est pas un problème au niveau des indices. Ce n'est pas un problème au niveau des sociétés de gestion, ce n'est pas un problème au niveau de la distribution, c'est un problème à chacun de ces niveaux. Et à chaque fois, on a un problème de décalage entre l'affirmation et la capacité à soutenir ce qu'on raconte. Ça, c'est quand même assez problématique, donc on a un enjeu énorme. On espérait pouvoir identifier peut-être 1 ou 2 zones sur lesquelles il fallait se mettre en ordre d'action de manière prioritaire, et ce n'est pas le cas. Le problème est qu'est-ce qu'on identifie comme étant les racines ou les sources de ce problème? Avant tout, c'est un problème finalement de conduite. C'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de, comment on dit, substantiate. Bon, si vous n'êtes pas capable de substantiate vos affirmations, eh bien, vous ne devriez pas détailler. Merci. Si vous n'êtes pas capable d'étayer correctement vos affirmations, vous ne devriez pas le dire. C'est tout. Donc, alors je sais, on dit oui, mais il y a une pression commerciale. Ok, mais normalement, si vous faites une affirmation et vous dites je m'engage à faire de la durabilité, ou je vais transitionner vers la zéro, etc., eh ben, vous devez être capable de donner
les États, comment vous allez y arriver et d'étayer vos allégations. Mais ce n'est pas le seul problème. On a identifié en fait une multitude de sujets qui font qu'en fait le risque de greenwashing est assez structurel. Et donc un certain nombre d'éléments que je voulais partager et je suis sûre que ça va résonner avec cette salle parce que vous êtes tous des professionnels tout à fait versés dans ce sujet. Premièrement, le manque d'expertise. Donc effectivement, c'est délicat. Certains enjeux qu'on voit notamment par exemple au niveau de la distribution, c'est lié aussi au fait que les conseillers ne sont pas forcément correctement formés. Donc il peut y avoir des risques qui se manifestent à ce niveau-là dans l'interaction avec le client, qui sont tout simplement liés au fait que la formation n'est pas encore au niveau et qu'ils ne sont pas experts finance durable et donc ça pose des problèmes. Une autre difficulté qui est beaucoup remontée, c'est la difficulté d'avoir accès à l'information. C'est tout ce que la directive sur le reporting extra-financier est parcellaire, il faut faire appel à des fournisseurs tiers. Comme c'est une matière qui n'est pas encore complètement normée, pour un même émetteur, on peut avoir des informations très contradictoires et illégales. C'est pas évident, donc ça crée une problématique supplémentaire qui peut conduire aussi à ce risque de greenwashing dans différentes parties de cette chaîne d'investissement. Il y a des défis pour nous, les régulateurs, dans notre capacité à effectivement superviser et à s'assurer que on intervient lorsque les allégations sont décalées par rapport à la réalité de ce que les acteurs font. Il y a des difficultés, ce que je disais tout à l'heure, au niveau de l'investisseur et de sa capacité ne serait-ce qu'à comprendre. On a créé un nombre de termes techniques complètement différents, donc c'est délicat aussi. Comment est-ce qu'on essaie de faire comprendre? Donc nous, au niveau des autorités, par exemple, on est responsable des standards techniques SFDR sur tout ce qui est régime de transparence. Et on s'arrache les cheveux pour essayer de rendre intelligible l'articulation entre la taxonomie, ce que c'est qu'un investissement durable. Non, c'est pas tout à fait la même chose. Ce que c'est que les Principal Adverse Impact et le Do No Significant Harm. Non, tout ça, c'est tout à fait différent. Donc, rendre ça intelligible pour mes parents, mes grands-parents, c'est compliqué. Voilà, donc c'est un enjeu aussi au niveau d'investissement individuel. Et enfin, on est dans un univers où le cadre réglementaire lui-même est mouvant. Donc il est complexe, puisqu'on a essayé d'avancer très très vite sur beaucoup de sujets. Et donc, ça ne s'articule pas toujours très bien, les définitions ne sont pas tout à fait les mêmes et c'est encore en train d'évoluer. Donc, voilà, toute une série d'éléments qui viennent et qu'on a identifiés comme contribuant collectivement à cette difficulté, en tout cas cette perception d'un risque de greenwashing fort. Et donc, face à ces défis, nous, on intensifie nos efforts pour essayer de garantir un niveau de confiance le plus élevé possible dans ce domaine-là. Encore une fois, pour pas perdre des investisseurs qui ont un appétit. Et le pire, ce serait de perdre leur confiance avec des gros scandales, etc. Un autre élément que les superviseurs peuvent faire, c'est, pareil, il n'y a pas de terme équivalent en français correct, c'est enforce. Et donc, il y a quand même des éléments dans la réglementation existante, information claire et non trompeuse, ou sur des cas extrêmes, les autorités sont déjà équipées et peuvent intervenir. Quelques actions qui sont prises, mais c'est encore très, très faible. Alors, qu'est-ce qu'on fait au niveau de l'ESMA plus spécifiquement? On a identifié comme une priorité stratégique de supervision de l'Union. C'est-à-dire on définit une ou deux priorités sur 1 ou 2 ans et on découle de là toute une série d'actions concrètes. Et chaque autorité européenne de supervision définit ses priorités de cette manière-là. Et donc en 2022, on a identifié la transparence de l'information ESG comme une de nos priorités stratégiques, du coup sur laquelle viennent se greffer toute une série d'actions concrètes. Et donc pour la mettre en œuvre, on va notamment deux choses qui sont faites. Nous, on va initier des actions du type, ce que je disais tout à l'heure, les actions de supervision coordonnée. Et aussi, ce qui est très important avec ces priorités de supervision, c'est qu'elles se déclinent ensuite dans les priorités nationales des autorités. Donc si au niveau européen, on s'est tous mis d'accord pour dire l'information ESG est une priorité de l'Union, toutes les autorités nationales incorporent cette priorité dans leurs priorités nationales et vont le décliner. Donc ça, c'est un outil très puissant pour s'assurer que tout le monde met ça en haut de la pile. Donc ce que je disais sur les notions réglementaires qui sont compliquées, à chaque fois qu'on fait des tests auprès des consommateurs, voilà, quels que soient nos efforts, on voit que ça reste très compliqué, donc ça c'est quelque chose sur lequel il faut travailler. On va essayer de publier le mois de novembre une fiche d'information éligible avec les autorités de l'assurance et de la banque pour expliquer certaines notions, pour essayer de rendre ça intelligible. Donc, je ne sais pas si on touchera l'investisseur. Il y a des relais pour faire passer cette information ou pour aider les conseillers pour rendre clair et intelligible ce cadre.
Et alors j'en ai presque terminé, je serais heureuse de vous entendre, de voir vos réactions et vos questions. Je voulais parler en quelques mots du cadre réglementaire spécifiquement dans ce domaine-là de la finance durable. Donc, comme je vous disais, on a créé très vite, très fort un cadre au niveau de l'Union. On dit souvent qu'il y a un leadership au niveau de l'Union, mais on a aussi des difficultés avec l'ambition qu'on a mise très fort. Et donc c'est important qu'on soit capable de l'articuler pour avoir des règles de jeu uniformes, équitables et la sécurité juridique également. Donc ce qu'on voit, c'est qu'on a plusieurs textes qui ont besoin d'être mieux articulés. On voit qu'il y a certaines améliorations qui peuvent être faites et donc on voudrait essayer de contribuer à cette réflexion-là. Et donc on accueille très favorablement la proposition de la Commission européenne de revoir notamment SFDR, mais plus généralement le cadre. Et on va essayer de contribuer à cette réflexion-là pour voir dans quelle mesure est-ce que finalement ce cadre répond aux besoins. Est-ce qu'on a évolué? Est-ce que peut-être le marché a bougé? Donc il y a peut-être d'autres choses qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on garde? Qu'est-ce qu'on fait évoluer? Donc on a ce rôle de conseil technique auprès de la Commission qu'on va continuer à faire et très concrètement on publiera notre rapport final sur le greenwashing au mois de mai 2024. Et dans ce rapport, on finalise donc la définition, nos constats, ce qu'on voit notamment en termes de supervision sur le terrain. Et puis, on formulera quelques propositions d'évolution également du cadre réglementaire pour voir un petit peu comment on peut essayer de contribuer à cette réflexion de manière positive. Donc, on aura encore beaucoup de choses à rediscuter sur ces sujets. Peut-être m'arrêter là pour voir un peu vos réactions, mais il y a énormément de sujets sur la protection des investisseurs, encore une fois, qui est tout à fait au cœur de notre stratégie. Merci beaucoup, Natacha. Nous avons 40 minutes ou à peu près d'échange avec Natacha. C'est une occasion privilégiée, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Oui, je vais ouvrir le feu avec un terme que vous n'avez pas utilisé, qui est le PIFOF. Ah. C'est un sujet dont on espère qu'on l'a mis au fin fond du congélateur, mais qui, en termes de protection des investisseurs, à mon sens, a marqué un signal d'alerte considérable. Parce que vous avez vous-même indiqué que, s'agissant du rôle du superviseur, dès lors que le produit était vendu ailleurs, ils sont fichés un petit peu. Et qu'un compromis au Conseil puisse conduire à des exceptions, il y a des régimes nationaux dans un domaine aussi impactant, parler du bon bruxellois en termes de protection des investisseurs, ça m'a paru, et je n'arrive pas à comprendre, je mesure à quel point c'est un sujet technique, mais derrière toute technicité, il y a des enjeux stratégiques, politiques, ça nous le savons tous, et comment est-ce qu'on n'arrive pas à éclairer la dangerosité d'un tel virus dans la logique à la fois du marché intérieur et de la sécurité. Après, j'ai une deuxième question, c'est parce qu'en réalité, on va finir par s'intéresser au PIFOF, mais au point de départ, notre sujet, c'était la dynamique des investissements transfrontières des particuliers en termes d'action. Et on n'a aucune donnée, on ne sait pas. Donc, est-ce que le superviseur peut nous aider? Enfin, quelle vision vous avez de ce que c'est que l'action transfrontière et je pense que ça vous intéresse d'autant plus quand vous allez évidemment dans le domaine des cryptos, parce que là, ça doit bien circuler. Alors, sur le premier sujet, PIFOF, effectivement, on a essayé de beaucoup travailler, on a essayé d'éclairer sur le plan technique. Une fine, c'était comme des décision éminemment politique. Donc nous, évidemment, en tant qu'autorité européenne, on ne peut pas se satisfaire d'exceptions nationales, parce que c'est contraire même à une œuvre en constamment pour des approches européennes. Donc c'est ce qu'on ne souhaite pas. Ma compréhension, c'est qu'in fine, il y a une clause d'extinction. Donc on verra si effectivement on arrive à une cohérence. Ce qui était intéressant dans le débat PIFOF, nous, par rapport à ce que j'ai sur l'innovation, c'est plutôt les néo-brokers. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant de voir comment est-ce qu'ils peuvent peut-être
changer un peu la dynamique, apporter d'autres investisseurs au marché, peut-être prendre le meilleur de ce schéma-là et de voir ce qu'on peut en apprendre sur comment est-ce que ces nouveaux modèles économiques ont permis d'attirer de nouveaux investisseurs vers les marchés, qu'est-ce qui fait que ça a fonctionné. Et sur le PIFOF, attendre de voir, effectivement, de notre point de vue, on est toujours en faveur d'une réponse européenne, sinon on n'arrivera jamais à notre marché unique. Et sur l'investissement transfrontière, surtout, si PIFOF avait existé, les autorités nationales de contrôle, elles auraient eu un problème de supervision de la vente PIFOF à des pays tiers. En dehors du marché où l'exception existait. Donc, du point de vue du superviseur, ça posait quand même des problèmes considérables. Oui, c'est très localisé comme sujet, en fait, et c'est même intégré à la structure de marché de ce pays-là. C'est un peu complexe. On verra comment ça évolue, effectivement, parce que ça va demander des changements assez majeurs au niveau local. Sur l'investissement transfrontière, j'espère pouvoir revenir vers vous, parce que ce que je disais, c'est qu'on va pouvoir mobiliser l'information qui est collectée sur les transactions, qui aujourd'hui est faite au niveau national uniquement, et où la semaine n'avait pas de visibilité, pour essayer de regarder ce qu'on voit concrètement. Et est-ce qu'en fait, les investisseurs ont ce qu'on peut supposer un biais national, et en fait ils achètent que leurs champions nationaux, et les Français achètent français, les Allemands achètent allemands, etc. Ou est-ce que réellement il y a des investissements transfrontières, est-ce que en titre ou en plateforme, comment ça marche concrètement? Aujourd'hui on ne l'a pas cette information-là, en tout cas moi je ne l'ai pas, et c'est quelque chose que j'aimerais regarder aussi pour comprendre le comportement des investisseurs. Et ce qu'on a vu de manière très anecdotique, c'est des initiatives locales comme en Belgique quand ils viennent de lancer une mission nationale de dette publique. Immédiatement, les Belges se sont jetés dessus parce que c'était une bonne affaire. Et donc il y a aussi des initiatives comme ça et qu'on voit les comportements des investisseurs, donc il y a des incitations fiscales qui jouent beaucoup. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut avoir une photo de ce qui fonctionne ou pas au niveau transfrontière? Ce serait très intéressant, effectivement. Moi, j'ai deux questions qui vont être courtes. J'ai tendance à confondre ESG et RFE. Alors, vous m'en excuserez. Bon, moi, je me base sur la RFE que je connais mieux. Peut-être d'ailleurs, c'est la même chose que j'ai bon, allez, peu importe. Vous dites que la matière n'est pas normée. Or, il existe une loi, en tout cas en France, qui est stricte, dont peu de personnes parlent, c'est le taux de handicap dans l'entreprise, ou l'administration d'ailleurs. Il est ou il n'est pas de 6%. Et donc, je m'étonne, si vous voulez, qu'il y ait autant de débats sur, comment dirais-je, le plus bas que l'on doit ou ne doit pas mettre en place dans l'ESG ou la RFE. Il suffirait de dire vous êtes à 6% ou vous n'y êtes pas. N'est-ce pas? Puisque c'est la loi. Deuxième question. Excusez-moi, je suis un peu janséniste, parce que je suis juge consulaire. Donc là encore, moi je m'appuie sur la ligne. Est-il vraiment pertinent de protéger l'investisseur en crypto? Est-ce que c'est pertinent pour vous? Est-ce que c'est pertinent pour la nation? En d'autres termes, quelle garantie pouvez-vous nous donner que ces cryptos ne sont pas l'argent du crime organisé en termes de traçabilité? Et je ne plaisante pas, puisque moi j'ai entendu parler des cryptos au moment où on proposait le dégrisement, je dirais, dans les années 2008, la grande crise, où les Allemands, les Américains et les Français proposaient le dégrisement. Et on a vu étrangement ces places financières se diriger vers Dubaï et d'autres places financières qui proposaient des cryptos de même. Alors, deux excellentes questions. D'abord, sur la loi, deux choses. Elle est en train d'arriver au niveau européen. La difficulté que je mentionnais, c'est qu'on a demandé à des acteurs du monde financier de communiquer et d'être transparents sur les informations sur leurs activités et la durabilité, alors qu'on n'avait pas encore normé l'information qui devait leur être communiquée par les entreprises. Donc, je suis un gérant, j'investis dans des entreprises, je dois dire dans quelle mesure mon portefeuille
est compatible et ESG, mais les entreprises dans lesquelles j'investis communiquent ou pas, de manière parcellaire ou pas. Et pour pouvoir du coup répondre à mon obligation réglementaire, je devais me fier à des fournisseurs tiers qui manipulaient la donnée, qui l'obtenaient. Et là, comme ça n'était pas complètement normé par la loi en Europe, vous aviez une appréciation, notamment sur des sujets comme le S ou le G, qui sont une appréciation, un jugement. Vous pouvez avoir 3 fournisseurs différents qui vous donnent 3 chiffres complètement différents. Qu'est-ce que vous en faites? Comment vous assurez ça? Ça va changer dans la mesure où, de manière remarquable, on est en train d'adopter maintenant au niveau international et encore plus au niveau européen des standards sur le reporting extra-financier. On ne dit plus comme ça, on dit sur le standard de durabilité, donc les ESRS. Et là, on va avoir du coup des normes extrêmement claires et on pourra savoir. C'est en train d'entrer en vigueur, donc c'est cette période intermédiaire. On aura des normes pour les entreprises, on va avoir des normes plus précises pour les fonds, etc. Donc l'ensemble de la chaîne va se caler, et vous avez raison. Et cette règle sur le handicap que moi je trouve formidable, qui existe dans un certain nombre de pays européens, elle n'est pas vraie dans tous les pays européens. À tel point qu'elle n'est pas vraie dans les agences européennes. Donc la Commission n'a pas cette règle, par exemple. Pour vous donner une idée, à mon grand regret, il n'y a pas de moyen de favoriser le recrutement de personnes avec le handicap au sein des institutions européennes, parce que ça n'est pas prévu dans leurs règles. C'est quand même incroyable. Donc ça, c'est quelque chose, je pense qu'il faut avoir en tête sur cet aspect loi. Et ensuite, sur les cryptos, il y a différents aspects. La personne sciemment, bien informée, qui décide de prendre un risque et d'investir en crypto, aucun problème. Le jeune, on a vu des statistiques de 15 ans, 16 ans, 17 ans qui se retrouvent à investir en crypto parce qu'il a vu sur les réseaux sociaux, son copain lui a dit, etc., qui se retrouve exposé. Ça, c'est notre devoir absolu de l'informer, de le protéger, de s'assurer qu'il n'y a pas de perte. Donc il y a un enjeu sur le qui et le comment. Il y a un enjeu ensuite sur le quoi. Vous avez raison. Je pense que ce n'est pas uniquement le cas dans le crypto, mais on a vu dans, par exemple, la plainte que la CFTC a envoyée à Binance, c'est explicite qu'ils ont détecté que sur la plateforme, il y avait des financements pour le Hamas ou des groupes terroristes. On a eu récemment encore une lettre dans le Wall Street Journal où il y a eu des critiques également sur le fait que la crypto était utilisée à des fins de soit de blanchiment, soit de financement terroriste, vraiment ce qu'on ne veut pas. Mais ce n'est pas 100%, et c'est pas que ça n'arrive pas ailleurs de manière très traditionnelle encore. Et sur la traçabilité, en fait, la crypto est très intéressante pour ça, parce que la traçabilité dans les systèmes, alors il y a peut-être des experts qui en parleront mieux que moi, mais les systèmes qui passent sur la blockchain permettent justement une traçabilité parfaite. Donc normalement, contrairement à la valise qui se promenait, où il fallait retrouver la personne qui se promenait avec sa valise, là, sur la chaîne de crypto, on est capable de voir les nœuds et les transactions. Normalement, on a une meilleure traçabilité. En tout cas, c'est ce qui a toujours été vendu sur le directeur. Donc Nicolas rigole si tu as des informations, je veux bien. Mais normalement, c'est ce qu'on a tout vendu sur la blockchain. Donc, deux questions tout à fait pertinentes sur les enjeux un peu compliqués qu'on essaie de Claire. En termes de protection des investisseurs, on voit qu'il y a vraiment un gros focus qui est fait pour tous ceux qui vont aller sur Internet, la digitalisation et ainsi de suite. Mais si on met ça en parallèle avec les rémunérations, on a quand même en France et dans toute l'Europe une population vieillissante qui n'est pas tellement capable de comprendre ce qu'il y a sur Internet. On a parlé des difficultés pour joindre le conseiller par téléphone et de ne pas réussir. Quels que soient les documents qu'on leur donne, je pense à ma mère, de toute façon, ils ne vont pas les capter s'il n'y a pas quelqu'un qui leur montre bien l'écran. À partir du moment où on veut développer justement cette digitalisation pour les personnes finalement les plus rentables, est-ce qu'il va y avoir quand même quelque chose, quand on parle de value for money, si on veut trop l'individualiser par type d'investisseur, est-ce qu'il n'y a pas un risque, et comment est-ce qu'on l'adresse, qu'effectivement celui qui va faire de l'RTO en ligne, il ne va rien payer, ce qui veut dire que ma mère au fond du Perche, qui va prendre 3 heures à son conseiller pour acheter 2 actions, elle va se retrouver avec une édition de 600 €, parce que c'est ce que lui coûte réellement, enfin ce que nous coûte le service à lui rendre. C'est une excellente question. En fait, c'est la question de la population vulnérable. Et on en est très conscient. On n'a pas forcément... Oui, c'est que vulnérable. C'est pas que vulnérable, c'est celle qui n'a pas accès à...
En général, ça donne l'impression que c'est une population avec des moyens très modestes. Donc c'est une population qui n'est pas initiée ou qui n'est pas habituée. C'est plus large que la population. Oui, mais parce qu'on a, alors, effectivement, on utilise ce terme qui est probablement inapproprié, mais qui est sur ceux qui n'ont pas accès à Internet, par exemple. Il y a encore des gens où les zones ne sont pas bien couvertes. Il y a les personnes âgées, il y a les personnes pas éduquées financièrement, si on n'arrive pas à passer ce défi-là. Et donc ça fait beaucoup de gens. On a le même débat aussi sur le cash, par exemple, où je sais que des gens comme Luke sont très très mobilisés pour s'assurer qu'on garde la capacité de permettre aux gens d'avoir accès à des espèces et qu'on ne passe pas totalement en digital parce qu'on risque de perdre des gens en route. La réponse n'est pas du tout évidente parce que c'est des personnes qui ne sont pas faciles à toucher. Et donc, quand par exemple on veut simplifier les processus et on dit on ne vous oblige plus à envoyer du papier, on est obligé de dire, sauf si le client vous demande, donc il faut que vous puissiez toujours être en capacité d'apporter une réponse qui n'est pas nécessairement digitale, moderne, ou par une app, pour la clientèle qui a besoin de ce contact, de cet agent, etc. Donc c'est un vrai chantier, on en parle beaucoup avec nos collègues dans l'assurance, qui sont aussi très très soucieux, parce que la distribution des produits d'assurance est dans ce pays aussi extrêmement importante, d'être sûr qu'on n'oublie pas ce volet-là. Merci de l'avoir mentionné, Claire, parce que c'est effectivement très important. Nicolas ? Oui, j'ai deux questions. La première sur l'étude visée à 8 à 10% des investisseurs qui ont fait les cryptos. Est-ce qu'il y a eu des études par exemple, c'est-à-dire que j'ai un compte en banque et je peux en 3 clics avec mon téléphone dans la crypto et ça donne un accès qui est très différent d'aller ouvrir un compte sur Binance, un compte, etc. à ces actifs. Ma deuxième question, un peu plus difficile, MiCA, on le sait bien, n'attaque pas la finance décentralisée. Aujourd'hui, un Uniswap, qui est le premier DEX Decentralized Exchange, ça fait $1 milliard au jour d'échange. Est-ce que pour vous, bonjour monsieur, c'est pas forcément. Est-ce que pour vous c'est un sujet à investir aussi? Est-ce que vous avez regardé qui investissait sur ces choses-là? Dans quelle mesure c'est important sur la protection de l'investisseur? La réponse c'est non, on n'a pas regardé. Mais je pense que pour moi c'est une des raisons qui fait que ça évolue aussi vite. Je trouve qu'il y a les réseaux sociaux, le message ambiant, l'influenceur, les néobanques, parce que c'est poussé de manière beaucoup plus facile. En rigolant tout à l'heure, mais je pense que c'est vrai aussi l'absence de barrière réglementaire. C'est beaucoup plus facile de vendre des cryptos que de faire un parcours client MIF et d'offrir une action du CAC 40 par exemple. Et ça, c'est pas tout à fait normal. Ça va être simplifié, mais ça fait 3 éléments. On n'a pas regardé dans le détail, mais intuitivement, je pense que c'est un point qui est tout à fait exact. C'est vrai que ces banques-là poussent en permanence en un clic, effectivement, à aller essayer un petit montant et puis pour voir pourquoi pas. Donc, je pense que ça, c'est très fort. Sur la finance décentralisée, c'est la prochaine frontière. Il y a beaucoup de travail qui est fait au niveau international. On n'y est pas en termes de réglementation européenne, mais il va falloir qu'on y aille aussi, il me semble. Alors ça, c'est tout à fait personnel, on n'a pas forcément pris une position publique forte, mais des travaux ont été faits pour essayer déjà de cartographier les acteurs, les enjeux, les risques que ça pose au niveau international. Donc je pense que ça, dans la nouvelle commission, c'est quelque chose qu'il faudra regarder, c'est certain. Oui. Merci Natacha. Au début, vous avez parlé de cet effort d'articulation des mêmes règles à travers l'Union. Mais aussi, nous avons beaucoup parlé de l'investisseur retail, qui est très différent. On a assez peu parlé de la neurodiversité des investisseurs. Il faut qu'on parle vous avez parlé de layering. C'est étalage des informations. On a vu EUPAF, EUPA vraiment fait une première ébauche avec l'équipe de CIFO pour le PEP. On n'en parle pas tellement
sur comment présenter les informations à partir des mêmes bases de données. Nous pouvons présenter les informations d'une façon différente pour que ces informations soient percutantes pour des investisseurs différents. Des besoins qui visualisent les informations différentes. On est tous face. On a une visualisation des informations différentes d'une personne à l'autre. Et comme on voit dans la régulation, je sais que c'est très difficile. On veut mettre une règle, que ça très clair, une présentation mais cela ne répond pas forcément aux attentes des amis. Que ce soit des personnes âgées, que ce soit des personnes très jeunes, on a tous un aspect différent. Et je pense que la protection de l'investisseur pourrait passer à rendre de plus en compte le prix de ces différences psychologiques des personnes. C'est une question très intéressante. En fait, on essaye de regarder le comportement des investisseurs. On essaie d'analyser plus behavioral economics pour essayer de voir si on arrive à tirer des leçons de la façon dont les investisseurs vont se comporter par rapport à ces décisions d'investissement. Mais on n'en est pas là pour l'instant. Ce qu'on a dit, c'est effectivement, il faut que ces nouvelles technologies nous permettent de penser comment on communique. Déjà, d'arrêter avec nos templates papier compliqués, de se dire, OK, et peut-être que l'information vitale, c'est la même pour tout le monde, mais que la deuxième étape, elle est différente en fonction de ce que je vais faire, dire. Peut-être que c'est par produit qu'il faut différencier, ou peut-être que c'est par individu. Je pense que c'est quelque chose sur lequel il faudra travailler, mais dans l'effort qu'on a, nous, d'essayer d'avoir une harmonisation européenne, compliqué si je me retrouve à faire pour chaque individu européen. Je vais avoir un paquet de règles. Donc l'idée, c'est peut-être de réfléchir plus à des types d'investisseurs ou à des types de besoins pour répondre de manière pas comme on disait tout à l'heure, avec une personne qui est on fait des riscophiles, riscophobes, ou des personnes qui sont plus ou moins digitales, ou des personnes qui sont plus ou moins investies. Et donc on doit pouvoir faire quelques catégories, mais je ne pense pas qu'on puisse faire quelque chose d'individualisé à ce point. Mais certainement, les nouveaux outils nous permettent de faire des choses incroyables avec l'intelligence artificielle. On va pouvoir repenser quand même l'interaction de manière assez radicale. Oui, c'est bon. J'ai une question. On ne va pas parler du tout de PRIPS, parce que PRIPS c'est alerté. Qu'est-ce qu'on fait par exemple, est-ce que PRIPS devrait être étendu? Bonne question. Alors, nous, on était assez contents de la... C'est une information agrégée qui permet de la comparabilité, qui est supposée permettre la comparabilité des produits. C'est un travail de très longue haleine, parce que ça remonte à 15 ans maintenant. Et justement, est-ce que PRIPS est toujours adapté? Comment sauver PRIPS? Comment sauver PRIPS? Sauver la PRIPS? C'est quelque chose. Déjà, forcer tout le monde à se poser ces quelques questions en 2 pages, elle est plutôt pas mal. Nous, on a salué les changements qui ont été proposés dans le cadre de la stratégie investissement de détail. On a le sentiment que c'est des améliorations, que ça permet de répondre à des problèmes qu'on avait identifiés, remontés et qu'on attendait de voir adressés. Il reste toujours la question de la performance passée qui n'est toujours pas adressée, on ne désespère pas, qui pour nous est très importante. En fait, l'investisseur, le scénario de performance, c'est complexe, ça ne donne pas une information utile. La performance passée, c'est solide, c'est concret. Pas de performance future, c'est solide. On a encore une fois à voir où est-ce qu'on va atterrir dans ces négociations sur le comment on interagit avec le client, mais pour l'instant, on va s'en donner favorable. Oui. Merci beaucoup pour tout. Sur la revue des SFDR que vous accueillez très favorablement et qui est effectivement quelque chose d'extrêmement important pour le prochain mandat, justement pour avoir une vision holistique. Et justement, le principal défi est de réussir à faire un cadre qui soit intelligible par les investisseurs de détail, ce qui est un vrai défi. Ce qu'on a pu constater juste autour d'expérience, c'est 2 choses. SFDR, c'est un cadre de transparence, pas de labellisation, de catégorisation. En tout cas, ça avait été construit comme ça, parce que l'utiliser autrement. Ça a eu un vrai effet de développement. Donc, et même plus que des labels.
en tant que telle. C'est une approche parfois un peu type de box. En tout cas, voilà, ça a eu un vrai effet qui est plutôt positif, parce que c'était aussi l'un des objectifs au vu de en termes massifs, en termes d'investissement pour la transition, retour d'expérience, des réseaux de distribution, du coup, ils ne comprennent rien du tout, parfois que ce soit la formation mise en place, certains, alors c'est pas posé comme ça, mais avec les critères MIF qu'il faudra revoir avec, enfin MIF de qu'il faudra revoir avec, pourcentage d'alignement, la taxonomie, si, je pense que c'est pas dans les formations, mais si quelqu'un évoque ce terme, ils comprennent taxation, enfin on revient pardon, c'est caricatural, pour moi c'est assez fort, je trouve, comme anecdote, donc on a quand même ce vrai sujet. Et du coup, on vient avec les réflexions de l'ESMA, d'une part pour la révision elle-même et puis pour la consultation sur le naming, l'ESG. J'avais une question un peu sur le statut. Alors, statut, c'est pas le bon terme, mais de la transition. L'enjeu, et justement, on voit qu'il y a un décalage entre la compréhension de beaucoup d'investisseurs particuliers qui, eux, quand ils veulent investir dans le durable, c'est déjà transitionné complètement. Et on a à la fois ces aspects-là, pour répondre quand c'est ceci qui est souhaité, et l'enjeu aussi de pouvoir faire transitionner l'ensemble de l'économie à tous les niveaux. Et là, il y a un vrai impact aussi, même si c'est une finance impact. Et donc, du coup, en lien, pardon, la question un peu longue, mais en lien avec le nom des fonds et la compréhension des investisseurs. Pour nous, c'est un des éléments clés, le nom des fonds, parce que c'est la cohérence est absolument nécessaire, que vous évoquiez, et c'est une des premières choses qui parlent. Un critère qu'on ne va pas forcément lire, même avec l'approche layering de Street qu'on accueille très favorablement, si ça restera à mettre en place très concrètement. Et donc, dans ces conditions, est-ce que vous avez déjà une vision sur transition? Alors, il y a le sustainable, il y a le ESG. Est-ce que c'est dans les deux? Est-ce que, enfin, voilà, il y a toutes ces questions-là qui se posent. Je ne sais pas si vous pouvez déjà partager des éléments de réflexion ou de débat sur le sujet. Quelques éléments. Merci Anne pour cette question. D'abord, quand on regarde la revue des CLTR, on l'accueille très favorablement, mais ce qu'on nous dit surtout, c'est très important qu'on se projette tous sur quel est l'univers dans lequel on a besoin de cette réglementation dans 3-5 ans. Parce que le temps que ce texte soit proposé, négocié en vigueur, c'est dans 5 ans. On n'essaye pas de régler l'article 6, paragraphe 3, mais qu'on soit vraiment dans cette vision-là. La deuxième chose, c'est que effectivement, il a été dévoyé. C'est un fait, mais c'est juste que le marché a été plus vite qu'attendu, ce qui est très positif, encore une fois. Donc, il a été utilisé au-delà d'un simple régime de transparence. Donc, il faut régler ça. Nous, clairement, on est très en faveur d'une réflexion de fond sur qu'est-ce qu'on garde sur ce qui est pertinent en termes de transparence et comment j'accompagne l'investisseur, en particulier, qu'est-ce qu'il est capable de comprendre et est-ce qu'il a besoin de tout comprendre. Et donc, quand on achète son lave-vaisselle chez Darty et qu'on regarde les catégories, j'ai pas besoin de savoir comment il arrive à ça, mais je prends le A parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux en termes de... Donc, c'est pareil pour les produits alimentaires, on a été capable de faire. Donc, peut-être on peut faire un scoring, un label, quelque chose qui soit efficace, pertinent, utilisable au niveau de l'investisseur quand il a besoin de comprendre les multiples concepts. Donc, nous, on est très en faveur de développer des labels et notamment quelque chose au niveau européen, parce que là aussi, on a de la fragmentation, on a un label par pays qui ne se parle pas très bien, qui n'est pas tout à fait aligné, on a des débats sans fin et ça devrait être limpide. Pour la question de monsieur qui vient de partir, la loi, c'est la loi, la statistique, c'est la statistique, voilà. Alors, je reviens sur votre question plus concrète. Juste du coup, nous, le travail qu'on fait sur le nom des fonds, c'est exactement cette problématique-là. Comme le nouveau texte n'arrivera au mieux que dans quelques années, que le risque, il est aujourd'hui, qu'on a besoin de mobiliser, de rassurer les investisseurs aujourd'hui, on veut faire une proposition qui gère cette phase intermédiaire. Et c'est très très clair dans notre esprit que ce qu'on fait, ce qu'on propose sur le nom des fonds, c'est une étape intermédiaire qui a vocation à s'arrêter ou à se fondre au moment où l'Europe modifie ses textes. Dans cet intervalle, on estime que c'est indispensable qu'on l'accompagne et comme vous le disiez très bien, le nom, c'est le premier élément qui communique l'information à l'investisseur. Alors la transition, complètement,
Et j'étais vraiment très contente de voir comment l'Europe a bougé sur ce sujet-là. Donc pendant un long moment, tout le cadre européen poussait vers le green. On était très climat, très green, et on a défini la taxonomie dans ce sens-là, on a défini les critères dans ce sens-là, et on a commencé à entendre, mais attendez, on ne peut pas passer de là à là, du jour au lendemain, il faut que vous nous accompagniez, et là où on a besoin le plus de financement, c'est en réalité sur la transition. Donc c'est bien de financer des éoliennes, mais aidez-nous à faire transitionner nos grosses usines polluantes, etc. Donc ce message a été reçu, ça a été intégré maintenant dans les travaux de la taxonomie, et donc très naturellement, il faut que nous aussi on le reflète. On est tout à fait en phase avec ça, il faut qu'on arrive à trouver un mécanisme pour l'intégrer, et la transition c'est un phénomène important. Encore une fois, il faut juste qu'on soit clair. Nous, donc l'investisseur, souvent, quand il achète un produit qui s'appelle durable, climat, green, ce qu'on veut, il pense qu'il a un fonds à impact. Quand c'est un best-in-class qui ne fait rien, ou que c'est un fonds d'exclusion, c'est quand même catastrophique. Donc il faut juste qu'on soit sûr que quand on dit quelque chose à l'investisseur, il comprend très bien ce qu'il achète. Et aucun problème pour avoir une diversité de stratégies comme on veut, mais que ce soit aligné. Peut-être juste dire, parce que ce que tu dis vraiment 100% en face, on voit aussi d'ailleurs que quand les régulateurs communiquent sur des labels et ainsi de suite, on se dit l'investissement. Certains, je suis désolée, mais je pense qu'ils ne comprendront jamais comment ils sachent que A c'est bien et que E c'est pas bien. Par rapport aux obligations qui actuellement sont dans l'IFE, IDD, A, B, C, taxonomie, SFDR, PAI, on ne passe pas le label avec ça. Donc est-ce qu'il va y avoir des travaux envisagés pour peut-être refaire nous? Parce que finalement tout ce qui était sur le label, malheureusement, sauf être accusé de greenwashing et de ne pas appliquer la réglementation, je ne peux absolument pas l'utiliser dans mon conseil des clients, qui va être ABC. Donc on est un petit peu... Alors attends, je crois que... Tu voulais continuer dans le même sens, hein, comme ça je réponds en même temps. Les distributions, effectivement, il y a quand même pas mal, il y a tellement de labels, il y a tellement de corrections de labels que les clients ne comprennent rien. Et quand ils regardent certains labels, ils pensent qu'il y a un peu de greenwashing, parce qu'ils n'ont pas bien compris en fait comment a été construit le label. Et c'est vrai que les clients, y compris dans la taxonomie, aujourd'hui, il y a des activités qui permettent à nous d'être verts mais qui ne sont pas vertes, et des activités qui sont les moins pires du moment, etc. Tout ça n'est pas vert. Dans les SFDR, il y a des trucs qui sont aussi en réalité de la transition, comme le 2023. Donc en fait, tous les concepts sont mélangés et les clients, ils ont une chose très simple. C'est déjà vert, c'est en transition, mais en transition sérieuse, c'est juste un impact qui donne une différence et qui doit aussi pouvoir être marqué, etc. Et il faut qu'à la fin, on arrive à des choses très simples à expliquer. Parce qu'aujourd'hui, former un conseiller sur la taxonomie, déjà, c'est extrêmement compliqué. Et imaginez qu'en 15 minutes, il va pouvoir expliquer et vendre son produit au client qui doit aller faire ses courses juste après. C'est impossible. Alors, peut-être juste pour revenir, on est sur une période de transition collectivement. Nouvelle réglementation, ambition de transition énorme, Green Deal de l'Union. Donc évidemment, entre les deux, on fait ce qu'on peut. Et ce que je disais là, c'est cette vision. Il faut qu'on amène cette cohérence in fine. Donc le moment où on a un SFDR révisé, où on se met d'accord sur un label européen, il faudra évidemment mettre en cohérence les chaînes de distribution qui vont avec. Il faut qu'on réfléchisse à tout en même temps, mais ça ne sert à rien de changer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a le cadre qu'on a, qui est complexe, ABC, je suis bien consciente. On a fait un appel à contribution sur le questionnaire sur les préférences clients. On fera un retour sur le feedback qu'on a. On ne s'attend pas à des merveilles. C'est le régime qui existe aujourd'hui et ce n'est pas satisfaisant. C'est pour ça qu'il faut qu'on n'arrête pas de se bouger. Mais il faudra qu'on réfléchisse à la cohérence globale de l'ensemble du régime par rapport à cette vision-là, pour que du coup le client puisse donner l'information où il a le nom du produit, il a la vision de son label, il a le conseil qui va avec. Donc c'est pour ça que je trouve que on a une fenêtre avec la commission qui a montré sa volonté de dire ok, repensons, recommençons, voyons ce qu'on peut améliorer. Donc il faut que tout le monde, toutes les bonnes idées soient les bienvenues maintenant pour que la nouvelle commission puisse y aller. Mais encore une fois, il y a un travail sur l'intermédiaire. Il faut que vous accompagniez au mieux vos clients dans cette intervention. J'ai une question sur la méthode, en fait, justement. Parce que, dans la mesure où on crée des textes intermédiaires, j'ai un peu le sentiment
besoin de fuite en avant qui est en cours avec les besoins, et on a toujours un délai de production des normes qui va devenir. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une autre façon que des normes intermédiaires qui vont rajouter des coûts? Les clients, je pense. Et on sait que ça va encore changer. Donc il y a un débat qui est est-ce qu'il vaut mieux créer des normes intermédiaires au risque de perdre la chaîne et les clients finaux, ou est-ce qu'il vaut mieux essayer d'alerter sur le fait qu'on travaille à un cadre plus définitif qui se entre les mains de la Commission et des co-législateurs. Donc c'est eux qui prennent la décision de mettre des dispositions, etc. Sur le plan des super sur le terrain, on essaye au maximum de ne pas rajouter si on peut. Mais par exemple, ce que tu disais, on estime que c'est urgent qu'on puisse intervenir. On ne le fait pas de manière lourde, on essaie d'accompagner le marché, on a beaucoup consulté pour essayer de comprendre les besoins. C'est une volonté d'aider et qui s'inscrit vraiment dans cette transition. Donc c'est essayer d'inscrire une proposition qui va normalement s'intercaler dans cette phase d'évolution. Évidemment, pour certains, ça ne conviendra pas, et pour d'autres, ça va au contraire vous aider. Donc c'est un petit peu différent comme type d'intervention. Et après, effectivement, quand on s'engage avec la Commission européenne sur les nouvelles initiatives, de parfois dire est-ce que c'est la peine de modifier si on sait qu'on va remodifier. Ça dépend des sujets. Pour certains, c'est central parce que, je sais pas, il y a un enjeu de protection, il y a un enjeu de stabilité et il faut quand même le faire. Dans d'autres cas, on peut dire peut-être que le coût n'est pas nécessaire, il vaut peut-être mieux stabiliser, laisser le temps au marché de s'adapter et puis revoir ça peut-être dans 2 ans. Donc, ce sont des décisions. Les personnes sont mieux placées que moi pour répondre. Oui, merci. Un des enjeux pour les investisseurs de détail pour les prochaines années, c'est l'ouverture des marchés non cotés, private equity, infrastructure, dette privée, etc. Comment ESMA se positionne pour accompagner ce grand mouvement de démocratisation? On regarde. Moi, je à titre complètement personnel, je suis un peu inquiète. En général, quand ça arrive à l'investisseur particulier, beaucoup de gens ont déjà gagné de l'argent sur ces marchés-là. Je suis préoccupée de ce qui restera pour l'investisseur de détail. In fine, on verra comment ça se positionne. Le private equity, ils arrivent à une situation. On est plutôt dans ces sujets-là en analyse de risque. Donc vous verrez nos publications de nos équipes d'économistes et de risque. On regarde les marchés privés et les marchés de dette pour voir ce qu'on observe. Ce sont des énormes marchés. On voit que beaucoup d'acteurs essayent d'investir ces marchés-là. Je suis prudente du point de vue de l'investisseur particulier quand on essaye de le faire investir sur ces marchés. Souvent, on lui demande dans la chaîne. C'est assez personnel. Véronique. Oui, je voudrais revenir sur le sujet SLDR et compréhension par les investisseurs de la nature des règles. Est-ce qu'on a pour régler ce problème? Parce que d'un côté, il y a les rapports sur les greenwashing qui sont ancrés dans la réalité d'aujourd'hui, et vous notez avec raison que c'est un problème important et qu'il faut résoudre de manière urgente. Et de l'autre, on a ce calendrier extrêmement long. Je sais bien que l'Europe est ce qu'elle est, mais on est vraiment sur 2028, alors qu'on a des objectifs Fit for 55 pour 2030, c'est trop tard. Donc la question, c'est est-ce qu'on n'aura pas enquisté cette méfiance des investisseurs si on attend 5 ans, et qu'est-ce qu'on peut faire de vraiment concret et pour résoudre ce problème dans un horizon plus court? Alors, excellente question. Moi, je vous donne une indication. Peut-être qu'on arrivera à faire plus vite, mais l'Europe, elle fonctionne de cette manière-là. On a des élections, donc on ne peut pas commencer sans avoir des parlementaires et une nouvelle commission en place. Il y aura un texte, il y aura une négociation, et ensuite, il y a un délai de mise en œuvre. Peut-être on arrivera en 2 ans, peut-être en 3 ans. Il faut juste être réaliste, que ça se compte en années, que ça se compte pas en semaines. Ensuite, on ne peut rien faire entre-temps.
qu'on a quand même les standards de durabilité qui vont rentrer en vigueur et la publication par les entreprises de tout ce qui est CSRD, où il y a des plans de transition qui doivent être publiés, où il y a des informations qui doivent être communiquées au marché. Ça, c'est déjà adopté, ça rentre en vigueur, ça va changer de manière très significative le fonctionnement du marché. Beaucoup d'entreprises sont captées, l'information va être normée, donc on aura cette matière-là. De la même manière, les négociations sur l'encadrement de la supervision des fournisseurs de notation ESG, elles devraient être adoptées dans cette mesure. Et là, pareil, on pourra du coup normer, clarifier, harmoniser la fourniture d'informations ESG dans le marché. Donc, il ne va pas rien se passer sur cet intervalle-là. C'est juste sur la partie SFD, la partie émergée de l'iceberg, voilà, ce qui est utilisé par le client final. Ce qui est purement, et c'est pour ça que l'ESMA a proposé de faire ces guidelines sur les fonds et qu'on se bat pour essayer de les sortir malgré tout, parce qu'on pense vraiment qu'il y aura un manque dans cet intervalle, qu'on essaye de proposer quelque chose qui peut aider les distributeurs et les investisseurs dans cet intervalle. Idéalement, c'est quelque chose qui permettrait une transition douce, on verra. Mais c'est exactement ça notre préoccupation, c'est qu'on n'a pas le luxe de ce temps dans l'intervalle vis-à-vis des investisseurs. Début 2024, on compte finalisation. Pour une mise en œuvre Ah, je sais plus, oui. Et c'est puis, ouais, dès que possible, mais je sais plus quelle période on a mis pour la mise en œuvre. Natacha, vous regardez sûrement ce qui se passe aussi dans les autres juridictions extra-européennes, notamment les États-Unis. Est-ce qu'on arrive à faire une comparaison? Est-ce que l'investisseur a des territoires extraordinairement différents en termes de culture, de produits, etc. Mais est-ce qu'on arrive à faire une comparaison? Est-ce que l'investisseur de détail aux États-Unis, par exemple, est mieux protégé, moins bien protégé que l'investisseur en Europe? Est-ce que ça a un sens? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques quand même à observer ailleurs C'est totalement différent, puisqu'ils n'ont pas les régimes de protection de retraite collectifs qu'on a, nous. Ils ont des régimes par capitalisation pure, donc c'est vital pour eux d'être investis dans les marchés, et donc tout le monde est investi dans les marchés. Ils ont parfois aussi des expositions qui sont très concentrées, parce que vous avez des actions de l'entreprise dans laquelle vous êtes et votre capitalisation dans la même entreprise, et notre dans le moteur, ça peut faire des ravages. Ils ont aussi, sur le plan de la supervision, une culture de réglementation très forte, très ancrée et qui est très solide. Donc on parle beaucoup avec nos collègues américains et on a des préoccupations très similaires. Donc nos collègues américains et anglais ont des propositions sur le nom des fonds en ce moment, ils ont des propositions sur l'information par les émetteurs sur tout ce qui est extra-financier, durabilité, pardon, j'y arrive pas. Ils ont des réflexions sur qu'est-ce qu'on a d'autre en commun sur tout ce qui est protection des investisseurs. Pareil, on discute beaucoup de MiCA. Alors chez eux, c'est très polarisé, parce qu'ils considèrent soit que en fait, les textes leur permettent déjà d'enforcer, ils sont en confrontation directe avec les marchés, ou vous avez les républicains qui disent faisons comme MiCA et essayons d'avoir une réglementation. Donc on a beaucoup de points, en fait, de points communs, on a beaucoup de discussions au niveau international sur comment faire, mais culturellement c'est extrêmement différent. Le rapport au marché, le rapport à l'investissement, avec les États-Unis en tout cas, est vraiment très différent. Ce sera la dernière question, Fermanche. Oui. On n'a pas dit le mot données. Voilà. Et c'est quand même, bon, vous avez parlé de la finance décentralisée, d'accord, mais sur les données, c'est quand même, je pense que dans le mandat de la prochaine commission, ça va être un gros paquet. Et pour les investisseurs, quand on parle de protection des investisseurs, on pense plutôt aux petits investisseurs. Il y a un énorme sujet. Comment est-ce que vous intervenez là-dessus? Est-ce que la commission travaille déjà en amont avec vous? Parce que ça rebondit sur la dernière question, parce que c'est certain que c'est un domaine où on ne fera pas la même chose que les Américains, et où on a je ne dis pas une transposition du RGPD dans le domaine des marchés financiers. Avec des précédents qui sont assez dans le domaine de la santé. Est-ce qu'on va réussir à importer le niveau de protection pour les données des particuliers? Juste pour une petite course. Juste, ok. On a publié notre stratégie sur la donnée cette année, qui s'inscrit aussi complètement dans notre stratégie 5 ans. Et donc il y a plusieurs volets à ce que vous dites, Pervenche. D'abord, on veut absolument essayer de mobiliser la donnée de manière beaucoup plus systématique dans tout ce qu'on fait. Donc appuyer nos travaux sur de la donnée ferme.
On a beaucoup de données disponibles, on a beaucoup collecté de données dans plein de régimes différents, il faut qu'on soit capable de la mobiliser. Donc c'est aussi vrai dans le domaine des investisseurs particuliers. C'est ce qui nous permettra d'avoir ces fameux indicateurs dont je vous parlais, pour avoir des actions qui sont plus ciblées là où il faut intervenir. Il y a aussi une stratégie de données de supervision qui est transversale à la Commission européenne. Je ne sais plus si c'est Connect qui s'en occupe ou Digi. Et là aussi, l'objectif, c'est d'essayer d'être le plus pertinent possible, harmoniser les règles, avoir des informations qui sont machine-readable pour qu'on soit plus efficace dans ce qu'on fait. On va essayer d'utiliser de l'IA beaucoup plus aussi pour aller chercher ce qui se passe dans les marchés. On a une capacité d'intervention qui est beaucoup plus forte, puisqu'on peut aller regarder 50 000 fonds, alors qu'avant on peut en regarder 50. C'est juste pas du tout la même chose. Et on travaille, et la Commission vient de publier une proposition pour le partage de données entre autorités. Pour être plus efficace aussi avec nos collègues, on ne peut pas demander aux acteurs de renvoyer une information la même à 4 autorités différentes, on l'envoie à une autorité et on se débrouille entre nous, on partage. Sur le plan concret, c'est extrêmement complexe, Nicolas connaît ça très bien, mais sur le fond, c'est évident, c'est quelque chose qu'il faut faire. Sur la protection des données, on a des enjeux effectivement qui sont intéressants et l'IA Act et Open Finance, c'est deux domaines dans lesquels ces questions sont posées et c'est là qu'on va être amené à en parler. Dans l'IA, l'assurance a été identifiée de manière très claire comme un domaine dans lequel l'information privée, l'information individuelle est compliquée et il faut manipuler avec beaucoup de précautions. Les services financiers n'ont pas été identifiés comme tels, donc on suit, on va regarder est-ce que c'est quelque chose qui est important ou pas. Et dans Open Finance aussi, c'est un sujet central, il faudra qu'on regarde. Mais la culture RGPD est tellement présente que je pense que c'est quelque chose qui finira par filtrer. Mais pour l'instant, voilà, c'est ces deux textes dans lesquels il faut être vigilant sur ce que ça voudrait dire pour nous. Mais de manière générale, notre stratégie de données est très ambitieuse pour essayer effectivement d'utiliser tout ce qu'on peut sur l'information disponible pour être le plus pertinent et efficace possible. Plus FIDA. Plus FIDA, oui, c'est vraiment, ouais. Les apps aussi. Les apps, oui, c'est moins données personnelles. Les apps, c'est plus donner à l'investisseur l'information. C'est un énorme projet pour nous, mais c'est plutôt envoyer l'information, un point d'entrée unique pour l'investisseur sur tout ce qui est déjà disponible. Il est un peu plus de 10 heures, on va peut-être s'arrêter là. Merci infiniment Natacha pour ce propos libre et transparent. Merci. On va libérer ceux qui ont besoin de partir. Si vous avez encore 10 minutes autour du café, peut-être. Oui, ça marche. Natacha, librement. Merci beaucoup. Merci. Non, merci. Non, vraiment très bien. C'était un bon sujet. Oui, c'est un chouette sujet. Justement, il y a des répondants en fait, et de la matière, et vous êtes immergé.